Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Laura Karam, chef de projet chez Devex et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conversation sponsorisée par la Banque mondiale. Cette conversation est réalisée en parallèle de l'édition 2020 du Forum sur la fragilité organisé par la Banque mondiale et qui, à travers la publication de contenus virtuels, nous invite à partager des solutions pratiques et des approches concrètes afin de pouvoir mieux soutenir, mais aussi mieux servir les populations vulnérables vivant dans des contextes particulièrement fragiles. Je suis accompagnée aujourd'hui de Gilles Olakunle Yabi, analyste politique et économiste. Il est notamment le fondateur de WATI, un groupe de réflexion citoyen ouest-africain, participatif et multidisciplinaire. Et notre conversation de ce jour portera sur les pays du Golfe de Guinée. Gilles, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci de m'accueillir. Eh bien, pour commencer, Gilles, une première question qui n'est pas de moindre importance. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les pays du Golfe de Guinée, tels que le Libéria, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et l'Angola, sont confrontés? Oui, je crois que c'est une vaste question. Je crois surtout que les pays du Golfe de Guinée ne sont pas fondamentalement différents des autres pays de la région et d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Je crois que leur particularité, c'est d'être ouvert sur l'océan et d'avoir peut-être des avantages économiques particuliers et plus importants que les pays enclavés. Mais je crois fondamentalement que les pays du Golfe de Guinée que vous avez cités et d'autres font face aux mêmes défis généraux de la majorité des pays du continent. Ce sont des défis d'ordre institutionnel, d'ordre politique, d'ordre sanitaire, d'ordre éducatif. Ce sont des défis qui, à mon sens, demandent de regarder les questions structurelles et structurantes. Et donc, je pense que la question de l'organisation politique et économique des États reste extrêmement déterminante pour leur capacité à répondre à tous les autres défis. Très bien. Et alors, on assiste à de nombreux troubles civils et l'on note par ailleurs plusieurs conflits au sein de la région, au-delà des derniers événements au Mali. Y a-t-il des similitudes, selon vous, entre les causes de ces conflits et ceux auxquels sont confrontés les pays du Sahel? Oui, il y a des similitudes. À nouveau, je pense que la différence principale, elle tient à la géographie, simplement au positionnement géographique des États du Golfe de Guinée par rapport aux États du Sahel qui sont enclavés, qui ont aussi pour la plupart des espaces beaucoup plus importants, ce qui rend beaucoup plus difficile la gestion des populations, la gestion des territoires et même la formulation de politiques publiques qui soient adaptées à ces territoires immenses et pour la plupart avec beaucoup de parties désertiques. Les pays du Golfe de Guinée sont pour la plupart un peu moins étendus. C'est peut-être pas le cas de la République démocratique du Congo, mais c'est le cas de beaucoup de pays côtiers en Afrique de l'Ouest. Et je pense que ce sont aussi des pays qui disposent généralement de conditions écologiques plus favorables. Euh, mais je crois que la similarité, elle tient à l'histoire politique particulière de chacun de ces pays. Et là, on retrouve dans les pays sahéliens comme dans les pays du Golfe de Guinée, la même trajectoire politique pour la plupart très difficile. Ce sont des États qui, pour la plupart, célèbrent leurs indépendances formelles, leurs 60 ans cette année. Et on voit bien que cette histoire politique est encore mouvante parce qu'ils n'ont pas stabilisé leurs institutions, ils n'ont pas nécessairement encore trouvé les bons systèmes politiques qui permettent de répondre à la fois aux défis de la démocratie et des libertés, mais qui permettent aussi d'avoir des États qui soient efficaces, qui soient présents pour le bien-être de leur population. Et là, je pense vraiment que ce sont les mêmes défis de gouvernance, pour résumer, qui sont présents dans le Sahel et dans les pays du Golfe de Guinée. Alors, puisqu'on parle de même défis, pensez-vous que l'approche au sein du Golfe de Guinée pour s'attaquer aux causes du conflit puisse être similaire à celle choisie au Sahel? Non, je pense à nouveau qu'il faut caractériser les conflits dont on parle, les violences politiques, les crises politiques. On est en train de parler de situations qui sont très différentes d'un pays à l'autre.
et on a des pays qui sont confrontés à des crises multidimensionnelles, effectivement, dans le Sahel. Dans les pays du Golfe de Guinée, la situation de la RDC sur le plan politique et sécuritaire est très différente de celle du Libéria. Si on prend la Côte d'Ivoire, on a un pays qui est très important dans l'espace ouest africain, mais où on a une histoire politique mouvementée et on est en train, malheureusement, de créer les conditions politiques à nouveau de la tension et éventuellement de la violence. Donc, je pense qu'il faut comprendre les spécificités de ces situations nationales et que les réponses doivent être adaptées à la compréhension fine de ces conflits et de ces crises. Je ne pense pas qu'il faille rechercher tout le temps des solutions innovantes. C'est très à la mode, on aime beaucoup les solutions innovantes. Mais je pense que si on ne traite pas les problèmes de fond de l'ordre des pratiques politiques notamment, ben on tournera toujours un peu autour du pot et on ne trouvera pas les réponses les plus adaptées. Donc, je crois vraiment qu'il faut inscrire les crises auxquelles les pays font face dans leur trajectoire politique et historique et ne pas rechercher des solutions de court terme parce qu'il n'y en a pas. Et de solutions faciles, il n'y en a pas non plus. Alors, ceci nous amène du coup à la prochaine question. Quelles seraient vos recommandations afin de prévenir toute forme de conflit et notamment renforcer la capacité de résilience au sein des populations? Alors, j'ai tendance à penser que on doit faire dans les pays de la région ce qu'on fait partout ailleurs. On essaie d'avoir des États. On essaie d'avoir des États qui soient dotés de ressources humaines de qualité. On essaie d'avoir une organisation politique et administrative qui permette d'avoir des politiques publiques de qualité, qu'elles ne soient pas simplement dans des documents stratégiques, mais que les États aient une capacité de mise en œuvre. Ça pose toute la question de la réforme des États et je crois qu'elle est souvent négligée dans les approches, y compris les approches internationales. J'ai tendance à dire qu'on ne construira pas nos États en Afrique avec des consultants. On a besoin d'avoir des administrations civiles de qualité, comme on a besoin d'avoir des administrations militaires et des forces de défense et de sécurité avec des hommes et des femmes de qualité. Et je crois, puisqu'on parle de la résilience des sociétés face aux crises et aux conflits, je pense qu'on a aussi besoin de libérer les énergies des populations. Et libérer les énergies des populations, c'est les respecter dans leur diversité et c'est de comprendre que tous les hommes et les femmes dans ces pays sont les acteurs du changement économique et social. Et je crois que ça pose la question de l'éducation, la question de la santé, la question de la valorisation des ressources humaines et la question de l'innovation économique. Je crois que sur toutes ces questions, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas et peut-être qu'on n'investit pas suffisamment à nouveau dans la réforme des États. Je crois fondamentalement que les organisations de la société civile, les ONG, les acteurs internationaux sont importants, mais je crois que nous avons besoin, peut-être dans les pays côtiers du Golfe de Guinée, comme dans les pays du Sahel d'ailleurs, on a besoin d'États. On a besoin d'États légitimes, on a besoin d'États efficaces. Très bien, donc vous mentionnez la réforme de l'État et notamment le besoin d'une force de défense. À ce propos, on voit par exemple le G5 Sahel, qui est un cadre institutionnel de coordination afin d'améliorer la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité en Afrique de l'Ouest. L'absence d'un tel cadre dans le golfe de Guinée fait-elle obstacle, selon vous, à la prévention des conflits dans la région? Alors, je vais répondre sans beaucoup d'hésitation. Non, parce que je crois que la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la région, ce n'est pas nécessairement la multiplicité des organisations régionales. Lorsque le G5 Sahel a été créé, je faisais partie des voix plutôt critiques sur sa nécessité dans la configuration qui a été choisie. Je crois que les pays du Sahel ont effectivement des particularités et qu'il faisait sens d'avoir un cadre de coopération entre ces États, mais je ne suis pas sûr qu'il fallait détacher ce type d'initiative des organisations existantes, et notamment de la CEDEAO, qui, en Afrique de l'Ouest en tout cas, a été l'organisation régionale en charge des questions de paix et de sécurité et qui a montré quand même des succès dans un certain nombre de cas. Et je crois que le fait de multiplier des organisations dans un contexte où nous n'avons pas de ressources humaines et financières illimitées, nous avons même des ressources qui sont rares par rapport à nos défis, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne direction. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de créer un G5 pour les pays du Golfe de Guinée. Je crois qu'on a besoin à nouveau de réformer les États individuellement et de comprendre que les cadres de coopération régionale ne pourront produire des résultats probants
que si individuellement les États eux-mêmes sont réformés. On ne peut pas avoir de réponse, par exemple, militaire ou sécuritaire efficace portée par le G5 Sahel si les États, les armées, les polices, la gendarmerie, les administrations civiles des pays du G5 Sahel également ne sont pas beaucoup mieux outillés, beaucoup plus structurés et, disons, moins dysfonctionnels. Alors, par conséquent, quel devrait être le rôle des ONG? Je crois que là aussi, il faut d'abord savoir de quelle ONG on parle, parce que dans les ONG, vous avez notamment des ONG qui sont dans des services directement aux populations, qui reçoivent souvent des financements étrangers et qui mettent en œuvre des programmes en direction des populations. Je crois que nous avons des situations de crise humanitaire dans beaucoup de pays de la région et c'est normal que ces actions soient menées. Je crois que cela soulage les populations et apporte des solutions concrètes aux populations dans des situations de crise très graves. Je pense que nous avons aussi des ONG qui sont plutôt des ONG de plaidoyer, par exemple pour des politiques publiques plus efficaces dans différents domaines. Je pense que de manière générale, la société civile est importante. Et je pense que la société civile, ça intègre à la fois des ONG, mais aussi toutes les organisations de plaidoyer, mais aussi les citoyens eux-mêmes. Et je crois qu'on a tendance un peu à oublier que la société civile, c'est d'abord les citoyens qui, individuellement et collectivement, peuvent s'organiser pour apporter également leur contribution au bien-être collectif. Et je pense que ce rôle, il est fondamental. Et je crois, par contre, que les rôles des ONG ne doivent pas être perçus comme une substitution aux politiques publiques. Ce sont les politiques publiques qui permettent de recouvrir, de couvrir l'intégralité d'un territoire. Une ONG peut mener une action dans un lieu donné pendant une période donnée. Elle est très vulnérable aux financements qui lui parviennent. Un État, ça permet d'avoir des règles qui soient communes pour l'intégralité du territoire. Et à mon avis, l'un des points fondamentaux de discussion dans les États du Golfe de Guinée comme dans les États d'ailleurs du Sahel, c'est la question des inégalités. Inégalités de chance en fonction du lieu où on se trouve sur les territoires. Sur ça, je ne pense pas que la réponse puisse venir des ONG. Elle doit venir de l'engagement politique et de la réforme des États. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gilles. Un grand merci pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Et pour ceux qui nous suivent, vous pouvez vous joindre à nous et continuer cette conversation sur Twitter ou Facebook en mentionnant Devex ou bien en laissant un commentaire directement sur ce post. Merci beaucoup. Merci.